Une des filles se rapproche du protagoniste, exhibant tous ses atouts. Pendant ce temps, le jeune homme est cloué au lit par elle et crie à ses belles-sœurs de rester à l'écart. L'autre femme s'approche de lui avec un regard très invitant et un sourire aux lèvres. Une des beautés le traite d'idiot et dit qu'à partir de maintenant, il devrait les appeler femmes, pas belles-sœurs. L'autre fille demande à son mari d'être un bon garçon car elles vont lui apprendre 2 ou 3 choses. Notre héros essaie encore de résister un peu, mais il subit la pression des deux. Mais soudain, tout change, et il crie qu'il n'est plus un idiot alors que ses souvenirs lui reviennent en mémoire. La scène se déplace ensuite vers un enterrement où l'on voit une photo de Y Zhongguo, décédé à 48 ans. Nous voyons également des photos de Y Zhenghua, 43 ans, et Y Xingbang, 34 ans. La tragédie se poursuit avec Y Xingxing à 30 ans, 8, et Y Lingxin à 27 ans. Enfin, Y Lingxin apparaît, qui n'avait que 26 ans, et ils sont tous décédés le même jour. À l'intérieur de la salle funéraire, nous voyons plusieurs hommes en noir pleurer la perte de leurs camarades. Juste à ce moment-là, le général 3 étoiles Ninju remarque que le plan de l'ennemi a été exécuté à la perfection. Y Shengfeng, le chef de famille, dit que ce n'est pas de sa faute, car les hommes de sa famille connaissaient les risques encourus. Cependant, l'aîné réalise qu'ils ont tous été attaqués en même temps et en conclut que quelqu'un traque sa famille. Notre héros crie de désespoir, « Ne prends pas mon Peppa Pig », alors qu'il tombe par terre. À ce moment-là, le jeune homme trébuche et tombe à plat ventre juste devant son grand-père. Avec un pendentif de jade, il se casse en deux. Immédiatement après, Yifan se lève, serrant son petit cochon dans ses bras et demande à son grand-père de l'aider à le ramasser. L'aîné dit à son petit-fils de se dépêcher et de quitter le sol. Le chef de famille dit alors qu'il ne reste plus que lui et son petit-fils, et que Fan se mariera pour continuer la lignée. Le vieil homme déclare avec conviction que la famille Y et son esprit ne tomberont jamais. Les spectateurs commentent que le lièvre est un idiot, mais un autre souligne qu'il était autrefois le fils tueur de la famille. À 15 ans, il était déjà un grand maître des arts martiaux et l'un des plus grands experts du monde. Mais tout a changé il y a 5 ans avec un accident de voiture qui l'a laissé dans cet état et lui a fait perdre ses pouvoirs. Quelqu'un se demande pourquoi la fille de la famille Xuan l'épouserait encore même s'il est un idiot. Mais l'oncle de la jeune fille l'empêche d'avancer et se présente comme Wan Junggu avec sa nièce, Yufei. Avec un sourire narquois, il annonce que la famille Xian est là pour annuler les fiançailles. L'aîné est tellement choqué qu'il commence à se sentir mal. Voyant son grand-père en détresse, notre héros se précipite à ses côtés, criant de panique. Notre héros demande alors à Yufei pourquoi elle contrarie son grand-père et si elle ne va plus être sa femme. L'aîné se reprend et interroge la jeune femme, disant qu'elle l'avait toujours soutenue, même après l'accident. La jeune fille est sans voix et ne peut pas répondre au vieil homme. Mais son oncle intervient en disant que la famille Y n'est plus qu'un vieil homme et un idiot, bien loin de ce qu'elle était il y a 5 ans. Furieux, le grand-père du jeune homme dit qu'il voit maintenant leur vraie couleur. Une fortune est de frapper les gens quand ils sont à terre. La jeune femme s'excuse alors auprès de son frère Fan, disant qu'elle ne peut pas l'épouser. Juste à ce moment-là, une voix féminine intervient en disant « Si tu ne l'épouses pas, nous le ferons ». Soudain, les 2 sœurs du jeune homme, par la loi, apparaissent dans le hall, surprenant tout le monde. Les spectateurs sont choqués par leur présence, commentant à quel point les femmes de la famille Yi sont incroyables. L'une d'elles se présente comme la sœur aînée, par la loi de la famille Yi, Yu Linglong. Puis l'autre se présente comme la 7e sœur, par la loi de la famille, Su Yixu. Les 2 déclarent alors qu'au nom des 7 belles sœurs, elles épouseront Yifan pour continuer la lignée familiale. Les protagonistes, l'ancienne fiancée et son oncle, sont complètement stupéfaits par ce revirement de situation. Les gens présents à l'enterrement n'arrivent pas à croire que les 7 déesses vont épouser un imbécile comme Y-Fan. Pendant ce temps, notre héros est pris en sandwich entre les deux, se plaignant qu'il a très chaud. Le jeune homme se plaint que sa poitrine brûle et que le pendentif de jade autour de son cou commence à briller. L'amulette émet alors une brillante lumière dorée qui l'enveloppe complètement. Il se souvient alors qu'il a enfin brisé le sceau de 5 ans et atteint le vénérable royaume martial. Mais dans son passé, il a été pris au dépourvu par une attaque inattendue. 5 ans plus tôt, alors qu'il essayait de passer au niveau suivant, il a été pris en embuscade et son âme a été brisée. En conséquence, notre héros a été laissé complètement détruit sur le sol après cette attaque surprise. Par un coup de chance, il avait scellé 90% de son âme à l'intérieur de ce pendentif de jade. Le pendentif contenait des trésors et des écritures qui l'ont aidé à entraîner son âme tout ce temps. Mais sans aucune aide extérieure, il a dû attendre 5 longues années pour que le sceau se brise de lui-même. Il réalise maintenant que ses oncles et ses frères sont morts le jour même où il a été attaqué. Avec son âme restaurée, il jure qu'il trouvera les coupables et leur fera payer avec leur sang. De retour dans le présent, le jeune homme se plaint encore qu'il fait trop chaud d'être embrassé par eux. L'oncle de l'ex-fiancé rit et dit que c'est un idiot et que les sœurs par alliance sont destinées à être des veuves. Une des waifus rétorque qu'il s'agit d'une affaire interne à la famille Y, et qu'il devrait s'en tenir à l'écart. Le protagoniste pense que s'il révèle sa force maintenant, l'ennemi attaquera sa famille avec tout ce qu'il a. Il a alors une idée. Il serre sa belle-sœur dans ses bras et l'appelle grande sœur, disant qu'il veut jouer.
Yulinglon se tourne alors pour parler au grand-père du jeune homme. Elle assure à l'aîné qu'elle est toujours sa belle-fille et qu'il peut lui laisser le reste. Le grand-père est ému par les paroles de la jeune fille et commence à parler de l'ex de son petit-fils, Fianchi. Mais Linglon l'interrompt et déclare que les fiançailles avec Xian Yufei sont désormais nulles et non avenues. L'ancienne Fianchi est surprise par l'assurance de la femme et s'excuse timidement. Notre héros pense qu'il ne courra pas après quelqu'un qu'il a abandonné et qu'il ramènera la gloire à sa famille. De retour dans le présent, Yulinglon dit à l'autre qu'ils vont avoir beaucoup d'enfants à tour de rôle avec le petit fan. Serré entre les filles, il dit qu'il a quelque chose à dire. Mais il semble qu'elles soient très sérieuses à ce sujet et ne sont pas sur le point de le laisser s'échapper. Au loin, un figurant informe les Nézang que les funérailles de la famille Y se sont terminées sans problème. À l'intérieur d'un temple, le subordonné rapporte que les 7 belles-sœurs vont épouser Fan, et le patron lui ordonne d'agir. Le maître maléfique dit alors à la même personne de l'accident d'il y a 5 ans de s'en occuper. Le méchant pense qu'il ne voit pas d'inconvénient à le laisser vivre. Tant qu'il reste un idiot. Le méchant serre si fort les perles dans sa main que l'une d'elles se fissure. Il ordonne ensuite que si le jeune homme fait quelque chose de suspect, il soit éliminé sans hésitation. Après la cérémonie, le grand-père de notre héros remercie tout le monde d'être venu et leur demande de partir. Mais Linglon dit qu'ils veulent marier Yifan pour perpétuer la lignée familiale. L'aîné est attristé par la situation et demande pourquoi ils font ça. La jeune femme déclare que la décision est définitive et que les 7 sœurs l'accompagneront à tour de rôle pendant un mois chacune. Elle continue, expliquant qu'ils doivent laisser beaucoup de descendants pour venger la famille Yifan. Yifan est choqué, se demandant s'il ne le voit que comme une machine à faire des bébés. Soudain, la belle-sœur aînée remarque une fluctuation dans l'aura du jeune homme et l'interroge à ce sujet. Pour dissimuler, le protagoniste agit comme un enfant et crie vengeance, en faisant d'étranges bruits. La fille lui pince ensuite les joues fort pour s'assurer qu'il se souvienne de ses mots. Elle lui rappelle qu'il était autrefois un génie et qu'il peut certainement le redevenir. Avec un sourire, elle déclare que les 7 jeunes filles pures le suivront pour le reste de leur vie. Mais Yifan l'avertit que si elle ose en décevoir une seule, il la traquera jusqu'au bout de la terre. Il réalise l'immense courage qu'il leur a fallu pour l'épouser, même au risque d'être jugé par la société. La jeune femme pleure et le supplie de se ressaisir pour protéger la famille et venger ses oncles et cousins. Notre héros promet que cette dette de haine sera remboursée. Il pense que sa sœur aînée est trop dure avec lui car son esprit n'a pas encore complètement récupéré. Mais Linglon révèle qu'elle a déjà contacté le saint docteur, Lê Qianju, pour le soigner. Le grand-père reprend espoir, pensant qu'avec l'aide du saint docteur, son petit-fils pourra peut-être être sauvé. Notre héros remarque que son grand-père a des blessures internes et a besoin de soins médicaux urgents. Pour attirer leur attention, il feint l'excitation et dit qu'il veut être soigné par le docteur. Yixi le serre dans ses bras et lui assure qu'il sera guéri et qu'il aura beaucoup de bébés en bonne santé avec elle. Linglon commence à caresser Yixu. Elle est embarrassée et demande à sa sœur d'être douce avec elle. Linglon décide ensuite de poursuivre le plan et dit à Yixu d'accompagner Yifan pendant un mois. Alors que la jeune femme le serre dans ses bras, le grand-père les remercie pour tout ce qu'elles font pour la famille. La belle-sœur aînée dit qu'elles sont de la famille et qu'il n'y a pas besoin de formalité. Le vieil homme donne un petit coup de coude au garçon et l'avertit de bien traiter la fille, sinon il ne lui pardonnera jamais. Yifan pense que ces 7 belles-sœurs sont maintenant ses femmes, et il va toutes les gâter. Mais il sait qu'il devra blesser leurs sentiments pendant un certain temps. Juste au moment où Yixi dit qu'elle va le ramener. À ce moment-là, la femme mentionne un banquet d'affaires organisé par Zhao Tianlong et dit que c'est une bonne occasion pour lui de sortir. En entendant ce nom, le jeune homme se souvient de l'accident de voiture d'il y a 5 ans, lorsqu'il a été attaqué. Il se souvient des moments douloureux sur le sol avant de perdre complètement conscience. À ce moment-là, il a réussi à voir un homme avec une cicatrice sur le visage juste avant de s'évanouir. Le protagoniste se souvient alors avoir vu ce même homme balafré à côté de Zhao Tianlong lors des funérailles. Avec cela, il conclut que l'accident était lié à la famille Zhao, et sa vengeance commencera avec eux. La scène se déplace ensuite vers la résidence de la famille Xian où vit l'ex-fiancé du jeune homme. Là, l'oncle de la femme la réprimande pour ne pas être prête pour le banquet du jeune maître Zhao. La fille, les larmes aux yeux, répond qu'elle n'est pas d'humeur à faire la fête. Son oncle se met en colère et lui demande si elle pense toujours à Y-Fan, lui disant que la famille Y est finie. Fatiguée de discuter, la fille accepte d'y aller, et son oncle lui dit de se faire belle pour la fête. L'homme pense en lui-même qu'elle est jeune et qu'elle doit faire ça pour le bien de la famille Xian. Pendant ce temps, la jeune femme est à genoux, complètement dévastée. Et les larmes aux yeux, elle pense au protagoniste. Ailleurs, la belle-sœur du protagoniste lui suggère d'enlever sa chemise. La femme est impressionnée par son physique, même après ne pas s'être entraînée depuis si longtemps. Notre héros demande alors si sa belle-sœur veut le toucher, mais elle le refuse timidement. Elle lui lance ensuite un costume et dit que c'est la tenue de soirée pour le banquet. La fille dit qu'il ne peut plus l'appeler belle-sœur, mais kiffe, et il accepte avec joie. Le jeune homme fait semblant d'être un enfant et fête ça, disant qu'il est si heureux avec sa nouvelle femme. La femme pense à la façon dont il a été abandonné par sa fiancée dans son heure la plus sombre. Elle fait alors le vœu de lui donner toute son affection, et de ne plus jamais le laisser se blesser.
Avec une chaleureuse étreinte, elle dit qu'à partir de maintenant, elle sera sa seule et unique femme, pour toujours. Notre héros la félicite, disant que sa femme Iksu est la meilleure de toutes. Mais soudain, la femme commence à ressentir quelque chose d'étrange, et son corps commence à chauffer. Elle crie que son corps est incroyablement chaud et étrange alors qu'elle commence à transpirer abondamment. Ensuite, une énergie dorée commence à être aspirée dans le corps du protagoniste. Notre héros réalise que sa capacité spéciale est toujours avec lui après tout ce temps. Il explique que cette flamme mystérieuse est le secret de la façon dont il a atteint le royaume de Grand Maître à l'âge de 15 ans. Même sans contact direct, la flamme accélère sa cultivation d'innombrables fois plus vite que la normale, ce qui est plutôt pratique puisque le regard a maintenant cette femme. Soudain, un figurant appelle la femme, disant que le chef de famille la cherche, et surprise, elle repousse le protagoniste. Il l'informe que le chef et le deuxième maître l'attendent, et lui demande de venir le plus vite possible. Soikshu se demande si elle est sur le point d'être jugée par sa famille, et l'homme a l'air mal à l'aise. Mais elle apparaît confiante et dit qu'elle est prête à tout ce qui va arriver. Notre héros, pensant que la famille So la condamne, décide d'aller voir ce qui se passe. Quand elle arrive, elle trouve une table pleine d'hommes, qui lui lancent des regards désapprobateurs et lui demandent si elle a perdu la tête. Soikshu prend ensuite calmement place, en bout de table. L'un des hommes, le deuxième maître Sumingao, lui crie dessus pour avoir épousé un imbécile et entraîné la famille avec elle. La fille répond qu'elle a ses propres plans, mais son frère l'accuse d'essayer de faire couler la famille. Caché à proximité, le protagoniste voit que sa femme est blâmée par sa famille à cause de lui. L'un des anciens crie qu'elle est insolente et doit être immédiatement expulsée du clan. Et tous les autres hommes à la table acceptent de l'expulser de la famille pour sa décision. Le deuxième maître crie ensuite à son frère aîné de contrôler sa propre fille. Cependant, le chef des coupes lui coupe la parole. Juste à ce moment-là, le chef de la famille So, Soongai, dit qu'il soutient la décision de sa fille, est ravi et appelle son père, qui l'a défendu. Son père rappelle à tout le monde qu'il y a 30 ans, la famille les a sauvés de la faillite. Il déclare ensuite que sa fille n'a pas tort et dit à quiconque n'est pas d'accord de partir. Soudain, les téléphones portables de tous les membres de la famille commencent à sonner en même temps. Une personne dit qu'un fournisseur refuse de travailler avec eux, et d'autres reçoivent également de mauvaises nouvelles. Le chef de famille réalise qu'ils sont en train de servir d'exemple. Le deuxième maître se plaint que ce n'est pas le moment d'être sentimental, et que leur partenariat avec la famille Shaya pourrait être menacé. Mais le père de la fille hésite entre rembourser une dette de gratitude et entraîner sa famille dans la boue. Son oncle lui reproche alors tout, disant que la famille So sera ruinée à cause d'elle. Elle dit que la famille Shia sera au banquet et qu'elle obtiendra le partenariat pour protéger tout le monde. Soikshu dit qu'elle aura à la fois la morale et les profits, et elle met au défi quiconque ne croit pas en elle de vendre ses actions et de partir. Et elle affirme qu'elle n'arrêtera personne qui veut partir. De sa cachette, notre héros sourit, fier de sa femme Iksu. Arrivé au banquet, il se demande quel membre de la famille Shia sera là pour essayer de l'aider. Soudain, un groupe d'hommes apparaît, et l'un d'eux le traite d'idiot et lui demande ce qu'il fait là. Le protagoniste reconnaît Jiao Tianlong, qui est venu chercher des ennuis. Jiao Tianlong crache dans sa propre boisson et jette son mégot de cigarette dans le verre de vin. Ensuite, ces hommes de main commencent également à jeter des choses dégoûtantes dans la boisson. Le gars offre ensuite la boisson de bienvenue au protagoniste. Ces hommes de main l'entourent, l'exhortant à boire pour remercier Frère Long. Le protagoniste prend le verre et fait semblant d'être impressionné par la boisson raffinée qu'ils ont préparée. À cela, Jiao Tianlong et ses hommes de main éclatent de rire, voyant qu'il est devenu un idiot complet. Notre héros arrête une femme de ménage qui passe et dit que la boisson a besoin de plus d'ingrédients. À la surprise générale, il prend l'eau sale du seau à vadrouille de la femme de ménage et la verse dans le verre. Zhu Tianlong et ses amis filment tout, désireux de montrer l'ancien prodige buvant de l'eau sale de vadrouille. Mais soudain, le protagoniste attrape Zhu Tianlong par le cou avec une poigne d'acier et dit que les bonnes choses sont faites pour être partagées alors qu'il force le gars à boire la mixture. Le petit playboy suffoque et vomit la boisson dégoûtante sur le sol tandis que ses hommes de main regardent avec dégoût. Jiao jure qu'il va détruire le protagoniste pour l'avoir humilié de la sorte. Mais Yifan fait l'idiot et demande si la boisson n'était pas bonne. Il explique que sa femme ne le laisse pas boire, alors il ne faisait que rendre la gentillesse. Notre héros pense que s'occuper d'un gars comme ça est un jeu d'enfant. Il a beaucoup appris au cours des 5 dernières années. Le playboy ordonne à ses hommes de main de frapper notre héros. Alors que les voyous sont sur le point d'attaquer, une voix mystérieuse ordonne à tout le monde de s'arrêter. Soudain, Wong Fuji entre en trombe, criant et demandant qui ose toucher à son copain fan. Il ne perd pas de temps, attrapant les hommes de main par la tête avant même qu'ils ne puissent réagir. Le grand gars fracasse ensuite leurs têtes ensemble. Le playboy en costume rose est stupéfait, pointant un doigt et bégayant alors qu'il reconnaît l'intrus, demandant ce qu'il fait là. Le nouveau venu se présente comme Wong Fugi, le meilleur ami de Yifan, et déclare fermement que c'est lui qui veille sur notre héros maintenant. Yifan se souvient avoir grandi avec Fugi et comment son ami l'a toujours soutenu pendant ces années, eh bien, à faire l'idiot. Il jure de rendre cette loyauté un jour. Les méchants savent que Fugi est l'un des meilleurs combattants de la ville et commencent à chuchoter,
effrayé à mort d'affronter les Bahamas. Avec 2 hommes de main inconscients sur le sol, le playboy et son ami blond décident qu'il est temps de s'enfuir. Mais alors qu'il s'enfuit, l'ennemi pense avec colère que Fuggy ne pourra pas protéger l'idiot pour toujours et jure qu'il volera toujours sa femme. La menace disparue, Fuggy mentionne qu'il a déjà entendu parler de tout le drame qui s'est déroulé au banquet. Il tire immédiatement Yifan dans une étreinte d'ours, plaisantant en disant que cette belle femme rendrait n'importe quel homme fou de joie. Notre héros suffoque presque dans cette étreinte serrée, pensant avec indignation qu'il n'est pas ce genre de pervers alors qu'il essaie de se libérer. Fuggy insiste sur le fait que c'est exactement qui il est, ignorant complètement l'inconfort du gars face à cette situation délicate. Cependant, l'expression du grand gars change soudainement, et ses yeux se rétrécissent comme s'il avait senti quelque chose de louche dans l'air. Il se penche vers la poitrine de Y-Fan et commence à renifler son costume. Fuggy jette un regard suspicieux à son ami, notant que son aura a changé, et lui demande s'il s'est rétabli. Y-Fan pense, ce gars est trop vif. Y-Fan fait l'idiot avec son visage habituel d'innocent tandis que le grand gars se demande ce qu'il fait là. Notre héros regarde alors par-dessus son épaule alors que quelque chose attire leur attention. Juste à ce moment-là, sa superbe femme apparaît, se plaignant que son mari ait disparu pendant qu'elle retouchait son maquillage et lui demande s'il va bien. Fuggy s'incline respectueusement et promet à sa belle-sœur qu'il protégera frère Fan de sa propre vie tant qu'elle sera là. La jeune fille sourit, soulagée de voir que son mari a un garde du corps aussi fiable, et le remercie pour sa loyauté. Bientôt, tous les yeux se tournent vers la scène où l'annonceur présente en grande pompe l'arrivée de Missu Shaya, la puissante présidente du groupe Shaya. Un présentateur en robe bleue prend le micro avec enthousiasme et demande une salve d'applaudissements chaleureux pour accueillir l'invité d'honneur. Suyixu explique qu'elle a besoin de toute urgence de négocier un partenariat avec la famille Chia et laisse son mari aux soins de son ami géant pour le moment. La présidente monte sur scène, saluant tout le monde avec un sourire amical, et sa présence impose un respect immédiat dans le hall luxueux. Tout en applaudissant, le rival en costume rose sourit, pensant que dès qu'il aura conclu l'accord, la femme du héros viendra ramper à ses pieds. La femme sur scène saisit l'occasion et demande si sa présence confirme que le partenariat avec la famille Zhao est déjà une affaire conclue. Le dirigeant répond avec classe, disant que le marché est vaste et que son entreprise est ouverte aux propositions de tous les principaux groupes locaux. Le méchant est choqué par la réponse vague, car il était certain que l'affaire était déjà dans le sac pour son camp. Elle saisit avec enthousiasme le bras de son mari, disant que sa famille a encore une chance, mais Y-Fan regarde l'homme sur scène avec une expression sérieuse. Y-Fan se coupe de la fête autour de lui, car il a l'impression de connaître ce président de quelque part. Les yeux du président s'écarquillent sous le choc total lorsqu'il reconnaît le visage du MC qui lui a sauvé la vie dans le passé. L'atmosphère devient tendue, et tout le monde dans la salle regarde avec incrédulité alors que le grand patron descend de la scène et se dirige rapidement vers notre héros. Il ignore tout le monde, ses pas déterminés ne s'arrêtant que lorsqu'il est enfin face à face avec notre jeune Yifan. À la surprise générale, le président prend la main de notre MC avec gratitude et dit qu'il a enfin trouvé le médecin divin qui l'a sauvé. Le playboy de la famille Zhao est furieux à cette vue, se demandant pourquoi un homme aussi puissant accorderait la moindre attention à un simplet. Incapable de contenir son envie, le méchant interrompt, criant que le président a fait une erreur car Yifan n'est qu'un idiot. Il s'approche, chuchotant qu'il vaut mieux que Miss Shaya ne s'implique pas avec la famille Y parce qu'ils sont fauchés et se noient dans les problèmes. Mais le président Shaya ne s'intéresse pas au potin et crie directement au visage du gars, affirmant avec certitude qu'il n'a confondu personne. Il se retourne vers notre héros et explique qu'il y a 5 ans, il était sur le point de décéder lorsqu'il a été sauvé par ce brillant jeune médecin. Elle intervient, expliquant que son fiancé a eu un accident de voiture à cette époque, c'est pourquoi il s'est retrouvé avec des retards mentaux. Le dirigeant relie les points et se rend compte que l'accident s'est produit juste après le sauvetage, ce qui signifie que sa dette envers Yifan est encore plus grande. Déterminé à rendre l'appareil, il ignore le méchant et demande si Miss Su accepterait un partenariat exclusif avec son entreprise. Le gars envieux en costume rose panique, avertissant que la famille Su est sur la liste noire et que cela pourrait ternir la réputation du groupe Shaya. Le président perd patience et dit que sans Yifan, il ne serait même pas en vie aujourd'hui, il n'a donc peur d'aucune menace. Et pour couronner le tout, il annonce haut et fort que la famille So est désormais leur seul et unique partenaire officiel, et que quiconque s'en prend à eux tombera. Le président tient sa promesse, serrant la main de Yixu. Elle est tellement émue qu'elle est au bord des larmes, le remerciant pour cette opportunité en or. Les invités changent rapidement de camp, louant la prévoyance de Yixu et se souvenant que la famille y détient toujours beaucoup de pouvoir dans la ville. Pendant ce temps, le playboy en costume rose bouillonne de rage, se demandant comment cet idiot parvient toujours à ruiner tous ses plans parfaits. Mais le président fait un clin d'œil à la jeune femme et lui dit qu'elle ne devrait pas le remercier lui, mais plutôt son mari, qui était la vraie raison de tout cela. Y-Fan fait semblant de ne rien comprendre, tandis que sa femme le regarde, rougissant en réalisant qu'il l'a sauvée. Sur un coup de tête, elle se jette dans ses bras, le remerciant affectueusement. Y-Fan sourit, satisfait, et pense que tout ce simulacre et cette humiliation valent la peine juste pour l'avoir protégé.
Il la lâche bientôt et saute au cou du président, criant comme un enfant que Quinquel est une bonne personne pour avoir aidé. Mais au milieu de l'étreinte, le vieil homme murmure avec tension qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais n'a pas le courage d'offenser les gros bonnets en coulisses. Fan laisse tomber le masque une seconde, et avec un regard perçant, il assure à son allié qu'il a fait ce qu'il fallait et qu'il ne sera pas traité injustement. Le dirigeant recule, absolument choqué, venant de confirmer que le médecin divin n'est pas dupé qu'il a fait semblant tout ce temps. Le président saisit fermement Yifan et commence à balbutier qu'il est le médecin divin. Yifan coupe court à la conversation sérieuse par une étreinte chaleureuse, criant comme un enfant que tonton est si gentil et qu'il veut un câlin, simulant sa condition sur le champ. Mais à l'oreille du vieil homme, il murmure d'une voix grave qu'il a été piégé et qu'il doit continuer à faire l'idiot pour ne pas être traqué. Misoshiya est stupéfait, réalisant que le gamin de 20 ans est un brillant stratège, et décide sur le champ de s'allier à lui à l'avenir. Il promet ensuite discrètement au jeune maître qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider dans ses plans, quel qu'en soit le prix. Le playboy en costume rose panique, demandant ce qu'il en est de l'accord avec la famille Xiaoyao, car il pensait que c'était une affaire garantie pour eux. Fan reprend son personnage et se cache derrière sa femme, criant que le méchant veut lui voler sa femme juste devant lui. Le président comprend instantanément le message, voyant la performance de notre héros, et réalise que c'est sa première mission en tant qu'allié loyal. Sans hésiter, il assène une gifle retentissante sur le visage de l'homme en vieux en costume rose, qui ne l'a pas vu venir. Le président ajuste calmement sa cravate et demande quand exactement il a accepté quoi que ce soit avec ce type inutile. L'héritier de la famille Xiao met une main sur sa joue douloureuse et pleure, demandant pourquoi il s'est fait frapper sans raison devant tout le monde. Le président le regarde avec mépris et dit que rien que pour avoir convoité la femme d'un autre, il mérite une bonne leçon sur le champ. Il appelle ensuite la sécurité et leur ordonne de virer le playboy, affirmant qu'il est ivre et extrêmement impoli envers les invités d'honneur. Le méchant se débat et crie alors qu'il est traîné dehors, hurlant qu'il n'a pas bu une goutte, mais personne ne prête attention à sa protestation inutile. Une fois les déchets enlevés, le président invite le couple dans un endroit plus calme où ils pourront finaliser l'accord en paix. Dehors, le playboy humilié est soutenu par ses acolytes, tremblant de rage d'avoir été jeté à la rue comme un déchet. Il essuie rageusement son visage et blâme notre héros pour tout, jurant que Yifan paiera cher la honte qu'il a subie aujourd'hui. Juste à ce moment-là, son ami blond s'approche avec un sourire mauvais et demande si les hommes de main sont en position pour l'attaque. Le méchant confirme avec un regard psychotique que le piège est tendu et garantit que notre MC ne rentrera pas chez lui vivant ce soir. Pendant que la conspiration se prépare, la voiture rouge du couple glisse en douceur dans les rues désertes de la ville, ignorant le danger. À l'intérieur du véhicule, un silence curieux emplit l'air tandis que Yixu conduit, incapable de quitter son mari des yeux. Elle observe son profil, illuminé par la nuit, et se demande avec choc comment elle n'a jamais remarqué auparavant à quel point il est beau. Le visage de la jeune femme rougit d'un coup, et elle sent son cœur s'emballer, réalisant qu'elle est complètement amoureuse de lui. Fan maintient son attitude cool de séducteur mystérieux, dégageant confiance et charme tout en étant totalement inconscient d'être admiré. Mais il se tourne bientôt et brise la glace en demandant brutalement, avec une main sur sa cuisse, si sa femme le trouve très beau. Elle essaie de faire bonne figure, balbutiant, mais notre héros la taquine en disant que si elle aime ce qu'elle voit, elle pourra en avoir plein les yeux ce soir. L'imagination de la jeune fille s'emballe, et elle crée un fantasme fou où elle a un besoin urgent d'avoir un enfant avec son mari innocent. Elle serre le volant avec tension, pensant à quel point il sera embarrassant si elle doit apprendre au petit idiot comment, vous savez, faire un bébé. Remarquant son agitation, Yifan place une main sur ses cuisses et transfère de l'énergie spirituelle, demandant pourquoi elle est si rouge. Le toucher magique a un effet immédiat, et Yixu laisse échapper un doux gémissement, ressentant une chaleur intense et agréable se répandre dans tout son corps. La voiture dérape sur la route alors qu'elle perd le contrôle de ses sens à cause de l'euphorie de ce moment torride. Fan remarque que sa femme agit étrangement, et elle sent une énergie chaleureuse parcourir son corps chaque fois qu'elle a un contact intime avec son mari. Notre héros devient pensif et commence à soupçonner que le secret pour retrouver ses pouvoirs monstrueux est le contact physique avec elle. La jeune fille, cependant, ne se soucie de rien de tout cela, et ne peut que penser qu'elle a décroché le jackpot, car maintenant son beau mari est tout à elle pour toujours. Complètement amoureuse, elle le serre dans ses bras et dit qu'il lui appartient maintenant, et qu'ils ont un besoin urgent de faire un bébé ensemble. Mais l'ambiance romantique est instantanément brisée lorsque les yeux de Fan brillent froidement alors qu'il sent une intention mortelle. Il invente une excuse bidon, disant qu'il a besoin d'utiliser les toilettes dans les buissons et demande à sa femme de garer la voiture immédiatement. Elle accepte, encore un peu étourdie, et notre MC sort de la voiture, faisant un signe de la main avec un sourire idiot et lui demandant d'attendre une minute. Caché dans l'ombre, le méchant observe de loin et n'en croit pas sa chance, voyant l'idiot s'éloigner seul, loin de la sécurité de la voiture. Avec un sourire sinistre, le playboy ordonne à ses hommes de main de le suivre et de l'éliminer dans la forêt sombre sans laisser de traces. Sous la lumière de la lune, un groupe de gars fouille les bois sombres avec leurs lampes de poche. Le chef de l'équipe est furieux, criant que leur cible a disparu si rapidement.
C'est alors qu'il aperçoit un type en costume qui se tient juste à côté. Le méchant saisit l'épaule du jeune homme, pensant qu'il a attrapé le fugitif, et dit « Tu ne vas pas t'en tirer ». Mais lorsque le jeune homme aux taches de rousseur se retourne, il révèle que l'homme a attrapé la mauvaise personne. Frustré, le voyou lâche le gamin et demande s'il a vu quelqu'un d'autre habillé de la même manière passer par là. Le jeune homme montre du doigt au loin et ment, disant que la cible a couru derrière les rochers. Tout le gang court dans la direction qu'il a indiquée, tandis que leur patron marmonne ce qu'il réserve à la jeune fille une fois qu'il l'aura attrapée. Dès qu'ils sont partis, un sourire sinistre se répand sur le visage de notre MC déguisé. Léonie regarde froidement les idiots courir plus profondément dans les bois, suivant la fausse piste. Soudain, le chef s'arrête, sentant que quelque chose ne va pas, et réalise qu'il est tombé dans un piège grossier. Notre héros apparaît juste derrière lui, disant que ce n'était pas un piège, mais que le fugitif a laissé un message. Le criminel se retourne et exige de savoir ce que c'était. Avec un regard assassin, Léonie révèle que le message était de tous les anéantir. Le voyou se fiche de peur devant ce regard psychotique, à peine capable de réagir. Sans perdre une seconde, notre MC se déplace à une vitesse folle, abattant les 3 hommes de main en un clin d'œil. Terrifié par cette puissance brute, le chef recule, demandant qui diable est ce type mystérieux. Notre héros s'arrête alors, demandant s'ils sont vraiment si stupides qu'ils ne le reconnaissent pas. À ce moment-là, il commence à tirer sur la peau de son visage, arrachant le déguisement qu'il portait depuis tout ce temps. Voyant le vrai visage de son ennemi, le voyou pâlit, réalisant que c'est le même Yifan qu'il avait toujours méprisé. Une terreur pure remplit ses yeux alors qu'il réalise enfin qu'il s'est attaqué au mauvais gars. C'est un doigt tremblant, accusant le jeune homme d'avoir fait semblant d'être lent toutes ces années. Son esprit se brise alors qu'il réalise que le gamin est un maître des arts martiaux et que sa vie est officiellement terminée. Avec un sourire sinistre, Léonie regarde sa proie de haut et l'avertit que leurs péchés vont bien au-delà des simples insultes mesquines. Puis il pointe du doigt le voyou avec la cicatrice, reconnaissant son visage de la scène d'un vieil accident. Désespéré, l'homme de main commence à pleurer et à implorer pitié, blâmant tout sur le jeune maître qui a donné l'ordre. Ignorant les pleurnicheries, notre MC concentre une quantité folle d'énergie dans sa main, la faisant éclater en flammes. Sans une once de pitié, il déclenche une frappe chargée de flammes, transformant instantanément son ennemi en cendres. Être témoin de cela était trop pour le chef, qui tombe sur les fesses, et, eh bien, disons simplement qu'il a un petit accident par pure terreur de cette technique de mèche. Léonie explique calmement que son énergie vitale a l'attribut d'incinérer le feu. Notre héros révèle que toute cette puissance incroyable provient d'une flamme mystique qui brûle à l'intérieur de son propre corps. Terrifié, le méchant implore pour sa vie, révélant qu'il a été forcé de le faire par la puissante famille Liu de la capitale. En entendant ce nom de famille, notre MC est stupéfait. Cette famille servait fidèlement son grand-père. Une image de l'ancien chef, l'aîné Liu, lui traverse l'esprit. Il n'arrive pas à croire que ce subordonné loyal l'ait poignardé dans le dos. Le voyou continue de parler, disant que l'ordre final venait de quelqu'un d'encore plus grand et plus puissant à Shanjing. Perdant patience, notre MC attrape un gars par la gorge, exigeant de savoir qui est ce mystérieux ponte. À peine capable de respirer, le lâche jure qu'il ne connaît pas le nom, qu'il ne fait que suivre les ordres transmis par la chaîne de commandement. Soulevé par le coup, le chef de gang pleure et promet que s'il est épargné, il ne le dira jamais à personne. Léon demande sarcastiquement si le type peut vraiment garder un secret aussi grave. L'ennemi jure qu'il le peut, pensant qu'il a enfin convaincu le monstre de le laisser partir. Mais la réponse vient sous la forme d'une explosion d'énergie qui consume son corps en un instant. Alors que les cendres tombent, RMC dit froidement, « C'est dommage, mais je ne fais pas confiance aux vivants. » Maintenant, sachant qui sont les traîtres, il décide d'éliminer chaque famille rivale, une par une. De retour dans la nuit, nous voyons notre protagoniste regarder sa femme, courant avec inquiétude dans la forêt sombre après lui. La waifu a l'air terrifiée, criant désespérément après lui, car elle ne quitte jamais la maison pour des endroits dangereux comme celui-ci. Fan regarde, touché, réalisant que sa fille a surmonté sa peur des rats et de l'obscurité juste pour venir après lui. Alors, il sort de l'ombre avec un sourire pour la calmer, lui faisant savoir que tout va bien et qu'il a déjà terminé ses affaires. Elle soupire de soulagement en voyant que son mari est en un seul morceau, mais demande avec inquiétude pourquoi il a mis si longtemps là-bas. Pour briser l'ambiance tendue, le gars pointe le sol et crie, faisant semblant qu'il y a un rat géant juste à ses pieds. La fille saute dans les bras de son mari, terrifiée, et demande où est passé le seau, appelé rat géant qu'il a mentionné. Le regard de Limace saisit sa chance d'embrasser sa waifu, disant que la créature s'est déjà enfuie, et complimente même la bonne odeur qu'elle dégage. À ce moment-là, elle devient rouge betterave, réalisant qu'elle a été trompée, juste pour qu'il puisse la prendre sournoisement dans ses bras. Alors notre héros prend sa femme dans ses bras et dit qu'il la portera jusqu'à la voiture pour assurer la sécurité de la belle dame. Alors que le couple s'éloigne dans une ambiance romantique, la scène coupe sur des guetteurs qui se cachaient dans une voiture. Les espions sont confus de voir le protagoniste s'éloigner indemne et se demandent ce qui est arrivé au jeune maître Zhao disparu. Désespérés, ils courent vers l'endroit,
criant après leur patron, mais ils ne trouvent qu'un espace vide et aucun signe de lui ou de ses hommes de main. La nouvelle se répand rapidement jusqu'au manoir de la famille Zhao, où le chaos éclate avec la disparition soudaine du lièvre. Le chef du clan Zhou est furieux et rugit, exigeant de savoir comment il est possible que 2 personnes vivantes disparaissent ainsi dans la nature. Ses subordonnés tremblent, expliquant que 100 hommes ont fouillé le parc et la rivière 8 fois sans trouver la moindre trace. Il rapporte également qu'un expert mystérieux a abattu tout le monde en 2 minutes et a enlevé les cibles avec une extrême facilité. Brisant dans une sueur froide, Old Cheng se demande si la famille y a engagé quelqu'un, ou si les fantômes d'il y a 5 ans sont revenus. Il crie ensuite des ordres à tout le monde pour qu'ils reprennent la recherche et qu'ils signalent immédiatement s'ils trouvent des indices. Marchant dans le couloir, le méchant déplore la disparition de son bras droit et regrette de ne pas s'être débarrassé de Yifan il y a des années. Hop ouvre la porte de son bureau. Il se fiche complètement car il voit quelqu'un assis calmement à son bureau, l'attendant. Le méchant pointe un doigt tremblant et crie sous le choc, exigeant de savoir qui diable est cet intrus dans son bureau. Fan fait un sourire sinistre et répond qu'il est la personne dont le vieil homme a essayé de se débarrasser il y a 5 ans. Le vieil homme est stupéfait en réalisant que notre protagoniste n'est pas un idiot et qu'il jouait en fait l'idiot tout le temps. Le traître panique alors et essaie de crier à ses hommes de le sauver de ce monstre. Cependant, un objet fend l'air vers lui avant qu'il ne puisse faire de bruit fort. À ce moment-là, un stylo vole à travers la main de l'homme, l'épinglant au mur et le faisant crier de douleur à cause de l'attaque surprise. Mais le cri est étouffé car quelque chose couvre immédiatement sa bouche, empêchant tout son de s'échapper. Yifan l'avertit froidement que s'il répond à tout honnêtement, il pourrait souffrir un peu moins dans le processus. Pendant ce temps, le voyou se débat, essayant d'enlever le tissu de sa bouche, à peine capable de respirer à cause de la terreur. Notre héros se demande si Tianlong a rencontré sa fin entre ses mains et se moque de lui demandant pourquoi il garderait un tueur pour la nouvelle année. Transpirant à grosses gouttes, le vieil homme balbutie qu'il ne faisait que suivre les ordres de supérieur et qu'il n'était pas à blâmer. À bout de patience, notre protagoniste l'interrompt et exige de savoir qui, outre les familles Wong et Li, sert la famille Liu. L'otage avoue que ce ne sont que ceux-là, mais avertit qu'il y a des experts cachés qui surveillent le clan Yi. Fan l'interroge sur qui est le grand patron derrière la famille Liu, et le vieil homme dit qu'il ne connaît qu'un certain jeune maître Zhou. Il avertit que leur pouvoir est immense, qu'il décide même qui est le gouverneur de la ville, disant qu'il est impossible de les battre. Notre héros attrape le vieil homme par le cou, lui disant de ne pas s'inquiéter de ça, et le vieil homme crie qu'il a un indice de plus. Et il ordonne au gars de cracher ce qu'il sait, et vite. Le traître révèle qu'ils ont attaqué la famille Y non seulement pour le pouvoir, mais parce qu'ils cherchaient un objet très spécifique. En entendant cela, notre protagoniste resserre son emprise sur le cou de l'homme et exige de savoir quel est cet objet, tout de suite. Cependant, le vieil homme commence à baver de terreur, jurant qu'il n'a aucune idée de ce que c'est, car il n'est qu'un pion dans leur jeu. Yifan perd alors patience et dit que s'il ne sait rien d'utile, alors il n'y a aucune raison pour qu'il continue à respirer. D'un mouvement rapide, notre héros libère une énergie dorée et élimine l'ennemi sur place, ne laissant aucune trace derrière lui. Le lendemain, la ville est sous le choc avec la nouvelle que la famille Zhao a été complètement anéantie pendant la nuit. Un aîné commente qu'un expert puissant a dû faire cela si proprement pour se venger de ce clan. Leng Feng, le capitaine de la garde, analyse la situation, se rappelant que les Jia ont causé l'accident de voiture du jeune maître. Mais le vieil homme pense que ce n'est pas toute l'histoire et leur ordonne de continuer à enquêter, car la famille Y est toujours en réel danger. Tombe sur la résidence de la famille So. Yifan est allongé là, se disant que le thé sur la famille Zhuao a déjà dû être versé maintenant. À ce moment-là, il entend une voix féminine timide l'appeler. Au loin, il aperçoit Yixi portant une robe magnifique, demandant si elle a l'air bien. Elle pense qu'il est temps de se donner à notre garçon et peut-être de lui apprendre une chose ou deux. RMC la frappe en retour, disant qu'elle est la plus jolie de toutes, et Yixi est toute heureuse du compliment. Toujours toute rougissante, la dame se dirige vers le lit et invite Fan à jouer. Il fait l'idiot et demande exactement ce qu'ils vont faire, la rendant encore plus confuse. Alors la jeune femme lâche la bombe qu'ils vont dormir ensemble pour qu'elle puisse avoir son bébé. Fan plaisante en disant qu'ils dorment déjà, mais elle dit que ce n'est pas le genre de sommeil dont elle parle. Notre héros demande alors comment ça marche, et Yixu devient toute maladroite, ne sachant pas comment l'expliquer. Pleine d'embarras, elle lui donne une petite gifle et le traite d'ennuyeux. Juste après, la fille se rapproche et dit qu'ils doivent d'abord enlever leurs vêtements. Notre garçon commence à se déshabiller et demande pourquoi elle n'enlève pas les siens aussi. Il se plaint que c'est totalement injuste et qu'elle doit le faire aussi, la laissant paniquer. Yixu saisit fermement le visage de notre MC. Elle l'embrasse et lui dit de simplement suivre son exemple. Et juste comme ça, les deux commencent à devenir super intimes et intenses au lit. Yixu commence à avoir très chaud et devient toute moite. Une énergie les enveloppe, et notre héros réalise que sa force augmente encore. Il trouve ça génial et pense que le pouvoir d'Yixu a dû évoluer aussi. Pendant ce temps dehors, les gardes entendent tout et commencent à discuter de l'énergie du gamin. L'un d'eux dit que Mademoiselle Su va être bénie et qu'ils forment un couple parfait. De retour dans la pièce,
Notre garçon remercie Xu de ne jamais avoir abandonné la famille. Yifan déclare alors qu'à partir d'aujourd'hui, elle est sa femme et qu'il va la protéger de tout. On coupe sur le manoir de la famille So, où quelqu'un arrive à la recherche de son père. Le jeune homme demande si son père pense qu'Yifan est derrière l'attaque contre la famille Zhu. Le vieil homme se fâche et dit à son fils de se taire immédiatement. Il dit que la famille Yi est leur bienfaitrice, et qu'il serait heureux si Yifan se rétablissait. Le gars s'inquiète et se demande ce qui va se passer si notre héros découvre la vérité. Le gars continue de parler des biens de la famille Yi, mais son père le gifle et lui dit de se taire. Le vieil homme dit qu'il a déjà enquêté et que ce n'était pas notre héros, mais quelqu'un qui est revenu pour se venger de Zhao Dechan. Le fils est choqué et demande qui pourrait être cet expert de niveau grand maître. Le vieil homme devient pensif pendant une seconde tandis que l'image du maître apparaît dans son esprit. Sujin révèle alors que le nom de l'homme est Fan Yi. Le gars dit qu'il n'a jamais entendu ce nom, mais son père insiste sur le fait que les compétences du gars sont ce qui compte. Le jeune homme commence à transpirer à grosses gouttes et semble comprendre ce que son père prépare. Le père dit ensuite qu'ils doivent trouver ce type Fan pour gérer des affaires importantes. Le gars réalise que son père veut embaucher l'expert pour éliminer notre MC et toute la famille YE. Tout excité, le fils s'enfuit pour exécuter l'ordre pendant que le père regarde. Avec un regard maléfique, le vieil homme pense que les jours de chance de Y Fan sont comptés.